Ils mesurent en tout près de 2 millions de kilomètres, relient l'intégralité des continents du globe et font transiter 99% du trafic internet mondial. Sans eux, pas de réseaux sociaux, pas d'échanges boursiers, pas d'e-commerce, bref, pas d'internet mondial. Je ne parle pas des satellites qui gravitent et colonisent notre espace aérien, mais bel et bien d'un réseau très dense, de câbles bien physiques, et qui parcourent l'intégralité des océans du globe. Une gigantesque toile d'araignée qui suscite toutes les convoitises, toutes les tensions et toutes les inquiétudes. Une inquiétude d'ailleurs qui est renforcée par l'arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché, autrefois dominé par les opérateurs télécoms et les États. Je veux parler des géants du numérique, les fameux GAFAM. Depuis 4 ans, un changement s'opère. On le voit, ils financent une grande partie des nouveaux câbles sous-marins et renforcent leur hégémonie sur l'Internet mondial. Alors pourquoi choisissent-ils d'investir des milliards dans ces infrastructures ? Quelles conséquences cela a-t-il pour la souveraineté des États et la sécurité des données ? Comment faire pour gouverner dans un espace partagé, commun et sans chef que sont les océans? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière le point FR. Aujourd'hui, pour plonger au fond des océans avec moi, je reçois Richard Coffre. Bonjour Richard. Bonjour David. Vous êtes chef de projet transverse à l'AFNIC, merci d'être avec nous. Et Benoît Ampeau, bonjour. Bonjour David. Vous êtes Benoît, directeur des partenariats et de l'innovation. Alors ma première question, elle est très pratico-pratique. Benoît, comment on installe des câbles sous-marins aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors c'est titanesque, je vais essayer d'être concis et clair. Comme tout projet, on commence par une étude de faisabilité parce que un câble sous-marin sont des points d'atterrissement, donc entre un point de départ et d'arrivée, et donc on fait une étude entre la distance, la profondeur, les aspects géologiques du câble sous-marin, et ensuite une fois que cette étude est accomplie, on laisse après des opérateurs câbliers préparer ce câble, et ce câble qui est parfois impressionnant, c'est plusieurs centaines de kilomètres sur un même navire qui sont déployés, et ce câble est ensuite enterré à proximité des côtes et après déposé la plupart du temps dans les fonds sous-marins sur des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 9000 mètres, et ensuite le câble est tout simplement connecté et relié à l'internet. Et j'imagine qu'ils sont pas nombreux, les câbliers qui sont capables de déposer ces énormes câbles dans les océans. Non, c'est effectivement une expertise complexe avec une dizaine d'opérateurs dans le monde en capacité de faire cela. Et en France, on peut compter 2 opérateurs. On a cette chance d'avoir Alcatel Submarine et Orange Submarine qui sont en capacité de déployer ces câbles. Alors, j'ai 2 questions qui me viennent. C'est quelle est la techno derrière ces câbles ? Comment ça marche ? Et est-ce que cette techno, elle est suffisamment robuste pour soutenir les évolutions liées à l'avenir d'Internet qui vont être nombreuses, du Web 3.0 à la connectivité 100% numérique. Enfin bref, il va y en avoir beaucoup des évolutions. Tout à fait. Alors, ces câbles, ce sont des fibres optiques où dans un même câble, il peut y avoir plusieurs fibres optiques qui sont déployées, et ces fibres, en fait, sont reliées directement à des systèmes, et ces systèmes ont eu des capacités qui se sont décuplées au fil des années. Et donc, sur une même fibre, on a pu voir qu'en 10 ans, on a pu faire passer beaucoup plus de trafic avec le même câble. Donc le tuyau augmente en fait. La vitesse n'augmente pas, ça reste la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, mais l'avantage c'est que les équipements reliés au bout des câbles, eux, évoluent, et donc à câble équivalent, on a des capacités et des débits beaucoup plus importants. Et donc les fibres optiques et les câbles sous-marins sont à même d'encaisser les futurs usages de l'internet, où on sait que dans les études prospectives à 10 à 20 ans, tout va être connecté à tout. Donc l'internet est déjà aujourd'hui omniprésent, mais il sera encore plus présent et on ne s'en rendra même plus compte. En fait, on parle de l'internet des objets, mais bien sûr, mais il y a là aussi l'internet de tout, l'internet of everything. Et quand on regarde sur les usages prospectifs d'ici 10 à 20 ans, on parle beaucoup des mondes virtuels, des métaverses. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mondes qui génèrent beaucoup de flux et de vidéos, et donc ces liens et ces fibres optiques seront en capacité d'encaisser les usages croissants parce que on a beaucoup d'usages liés à ces clouds, et ces clouds génèrent beaucoup de données, et ces données transitent par ces câbles. Et donc ça, c'est important de pouvoir soutenir ces évolutions et ces usages. Et on peut parler aussi de l'intelligence artificielle, des gros opérateurs d'intelligence artificielle. Bien sûr, on pense plus simplement ou plus directement, je dirais, aux data centers ou aux centres de calcul, mais ces centres de calcul, ils s'alimentent de données, et ces données transitent sur Internet, sur le réseau. Et donc aussi, l'IA génère énormément de données et de contenu, à la fois pour la création de ces intelligences artificielles, mais aussi pour ses usages et son utilisation, tout simplement. Et je crois que tout récemment, il y a un câble
énorme qui a été posé entre la France et les États-Unis, Benoît. Tout à fait, et en plus posé notamment par Orange. Et donc ce câble, ce qui est important et intéressant à noter, c'est que il a une capacité de 400 terabits par seconde et qui aujourd'hui représente, juste avec ces deux câbles posés, 80% de la capacité totale des câbles posés aux États-Unis. Donc on voit bien aussi la capacité à encaisser et la capacité à anticiper les usages du futur. Alors je m'interroge sur la philosophie du droit international maritime, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des conflits, des litiges territoriaux avec des eaux maritimes qui appartiennent à certains pays, à certains continents. Alors je sais qu'il y a des conventions internationales qui existent, notamment la convention de Montego Bay en 82. Est-ce que c'est suffisant? Comment ça marche? Alors jusqu'à présent c'est suffisant. Et comment ça marche? Je dirais que l'espace maritime est découpé en 3 zones. Les eaux territoriales jusqu'à 22 km de la côte, la ZEE qui est jusqu'à 200 km de la côte, et ensuite c'est la haute mer où justement le droit maritime s'applique. Mais on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On est en eau internationale. Et ça arrange tout le monde. Parce que ça permet notamment à n'importe quel opérateur connaissant la chose de pouvoir réparer des câbles. Par contre, quand on s'approche de la côte, là, c'est les eaux territoriales et donc c'est le droit de l'État qui s'applique et donc les conventions, ça se règle très facilement. Le seul problème, en général, où il y a des conflits, c'est dans les ZEE, les zones économiques, où là, notamment en mer de Chine, il y a des conflits potentiels qui ne sont pas arbitrés. Mais vous parlez de conflits qui ne se règlent pas facilement. Est-ce que le droit international, il est adapté pour réguler ces câbles sous-marins dans ces territoires? Il est adapté dans 99% des cas. Après, si un État de lui-même ne le respecte pas, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si je prends le cas de la mer de Chine, les Chinois font un peu ce qu'ils veulent et on laisse faire. En tout cas, il n'y a pas eu de répercussions jusqu'à présent sur les câbles. Là, tout le monde fait en sorte que tout se passe bien. Mais alors, depuis une décennie environ, les GAFAM, je le disais en introduction, investissent massivement dans les câbles sous-marins. Est-ce qu'on a une idée de cette proportion d'abord? Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Richard? Effectivement, ils investissent massivement et notamment dans le sud global. C'est-à-dire qu'ils vont relier l'Afrique, l'Inde. Et c'est pour ça que Meta, tout dernièrement, met en place le câble Meta inversé qu'on appelle W, qui a pour but justement de relier l'Afrique et l'Inde, où on sait qu'il y a en plus tous les centres de calcul d'intelligence artificielle. Donc on voit bien que c'est inquiétant parce que grâce à ça, Meta vraiment couvre toute la chaîne de valeur, de la production à l'utilisateur final, et donc ils sont maîtres sur ces câbles-là et peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce qui fait que la neutralité du net est en danger. Là, on voit qu'il y a une partialité du contenu, du contenant et de l'accès. Donc, c'est inquiétant. Alors, quelles seraient les conséquences stratégiques d'un contrôle majoritaire des câbles par des opérateurs privés au-delà de cette menace que vous évoquez? Si on bat en brèche la neutralité du net, on peut se dire qu'ils peuvent influencer gravement ce que reçoivent les utilisateurs, les internautes, et donc il faut contrebalancer ça. Et donc on accuse toujours l'Europe de trop réguler, mais même les États-Unis récemment ont révisé une de leurs conventions pour justement contrebalancer et réviser la durée de licence. Jusqu'à présent c'est 25 ans, on considère que c'est trop long. Peut-être qu'on va réduire à 3 ans, à 10 ans, histoire qu'on puisse justement contrôler est-ce qu'il y a le bon usage. Aussi, les Américains ont décidé de revoir cette notion de droit public. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est utile à la population? Justement aussi pour contrebalancer, je dirais, le pouvoir trop fort. Donc, on essaye. Le champion de la libéralisation essaye également de mettre des règles parce que c'est un danger pour tout le monde potentiellement, en fait. Et ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient rien fait et donc ils prennent conscience qu'il y a quelque chose à faire. Alors, j'ai pas envie d'inquiéter tout le monde, mais j'ai quand même envie qu'on s'interroge sur les autres menaces qui peuvent peser sur ces câbles sous-marins. Quelles sont-elles, ces menaces? Alors, les premières menaces, c'est déjà les bateaux de pêche, tout simplement. Je veux dire, ils passent avec leurs filets ou les plaisanciers avec les ancres. Du côté de Marseille, dans la Calanque, souvent, il y a des endroits bien réglementés où on n'a pas le droit. Parfois, c'est pour la posidonie, donc pour les algues, mais souvent aussi, c'est pour les câbles. Donc, faire en sorte qu'avec leurs ancres, ils n'arrachent pas tout. Deuxième saute, c'est, je dirais, des attaques militaires ou malencontreuses. Lors de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé en la Manche? La première chose que les Anglais ont coupé, ça a été le câble. Là, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé en mer Baltique? 2 câbles ont été coupés. Puis, dernière, je dirais, menace, c'est de l'espionnage. On sait que les Américains ont développé un sous-marin, donc à 9 milliards d'euros, pour pouvoir aller écouter sur les câbles.
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un câble est coupé concrètement, de manière instantanée, le flux se redirige ailleurs, Benoît peut-être? Tout à fait. Alors, juste pour compléter ce que disait Richard, par an, on observe jusqu'à 200 ruptures de câbles. Ah, c'est énorme, ouais. Dues à des incidents de pêche, etc. Donc, il y a forcément des incidents plus géopolitiques que d'autres, mais la plupart du temps, ce sont des erreurs et des accidents tout à fait classiques. Et donc là, on observe que, du coup, les infrastructures et le routage est résilient parce que justement, c'est indolore pour les usagers la plupart du temps. Parce que l'Internet, dans sa résilience et dans sa construction, fait que le routage passe par d'autres routes et donc globalement, les usagers et les applications ne sont pas impactés. Et concrètement, lorsqu'il y a un accident, il y a un des 10 câbliers qui doit revenir et modifier une portion, un tronçon de câble, c'est ça? Ça doit être incroyablement compliqué. Alors, ça l'est plus ou moins. Si c'est à 2000 des côtes et que c'est pas trop profond, tout va bien. Quand on est au grand large, là, effectivement, ça peut prendre beaucoup plus de temps avec des engins spécifiques, avec des opérations beaucoup plus coûteuses en temps et en argent, bien sûr. Effectivement, juste 2 exemples. Pour le dernier incident qu'il y a eu en mer Baltique, au bout de 10 jours, ça a été réparé. Lorsque ça s'est produit au large de l'Afrique... Ce qui me paraît déjà court, moi, personnellement, vu la difficulté... Ce qui est court. Ce qui est très court. Parce que en mer Baltique, c'est que 150 mètres de profondeur. Exactement. Ah, d'accord. Donc 10 jours, 150 mètres. Voilà. On a le ratio, à peu près. Voilà. Au large de l'Afrique de l'Ouest, ça a mis 6 mois. On voit bien la difficulté du coup, de corriger et de réparer ces câbles. J'ai envie de parler d'innovation. Benoît, quelles sont finalement les innovations qui pourraient permettre d'améliorer la durabilité de ces câbles pour que il y ait moins d'accidents, qu'ils puissent faire face à tous les risques actuels et futurs finalement? Les risques, on l'a justement un petit peu évoqué, ces câbles et les capacités des câbles progressent. On a eu un ratio de x100 sur les capacités de câbles sur le débit. Et donc, on peut imaginer qu'une coupure est un problème, mais effectivement, le fait qu'on ait des autres câbles qui ont aussi une capacité augmentée font que ça reste indolore. Donc, l'innovation est dans la capacité de traitement des câbles et la capacité à faire passer beaucoup plus d'informations sur le même support. Donc ça, c'est une première innovation. Donc, pas tant sur la solidité du câble, c'est ça? La solidité du câble, en fait, c'est une chose. Donc, près des côtes, les câbles sont renforcés, légèrement enterrés, et après, ils sont déposés dans les fonds marins plus profonds. Et après, le fait que les câbles ont une capacité et des débits beaucoup plus importants qu'avant, là, la durabilité est assurée par cette capacité à traiter l'information. Ensuite, les câbles font transiter de l'information, et donc, il y a des travaux sur les protocoles Internet, sur, par exemple, des algorithmes de compression des données ou des flux vidéo, et donc, c'est aussi... on met plus de choses dans on le met câble. Beaucoup plus de choses et on a beaucoup plus d'informations pareil à débit équivalent et donc ça c'est quelque chose d'important. On est dans un podcast qui parle de la coulisse du point .fr, donc la France. J'imagine qu'il y a un sujet de résilience par rapport aux menaces, il y a un sujet de souveraineté lié à ces câbles-là. Quel est le rôle des États, Richard? Mais alors là déjà, c'est par la réglementation et j'irais par la puissance publique. C'est l'influence. Voilà, soft power et s'assurer la démultiplication des câbles. C'est-à-dire s'il faut discuter avec tous les opérateurs pour faire que, par exemple, on va parler des Antilles, il n'y ait pas qu'un seul câble qui arrive en Martinique. Comme c'est le cas aujourd'hui. En ce moment, il y en a un deuxième. C'est pareil pour l'île de la Réunion. Donc, la puissance publique, il y a cette première étape, veiller à la redondance, la résilience par la démultiplication des câbles. Et puis après, il y a la surveillance. Là, on entend de plus en plus que les marines nationales vont surveiller ces câbles-là. Avant, c'était pas le cas. Et là, pour revenir sur le fait que la France est la deuxième ZEE au monde, on voit que le Pacifique est très grand, mais notre marine nationale, du coup, s'attache de plus en plus à surveiller un peu certaines zones pour éviter que des concurrents puissent se promener trop près de nos câbles, qui sont essentiels. Benoît? Pour la régulation, ces câbles et ces opérateurs, aussi géants qu'ils soient, de la production du contenu au centre données et jusqu'aux utilisateurs finaux avec la connectivité et la délivrance de contenu ou de services, on a parlé de points d'atterrissement, donc ils arrivent physiquement dans des pays où il y a des régulations, des lois, etc. Et donc les États ont aussi quand même leur mot à dire, même face à ces géants, parce que ces géants ont besoin de ce marché et des marchés nationaux de ces États pour se développer économiquement. Donc il y a tout effectivement un jeu de discussion et de dialogue pour avoir le bon équilibre entre régulation et besoins économiques de ces opérateurs. Ma dernière question, elle est toute simple. On sent aussi qu'il y a peut-être une guéguerre entre les acteurs. On voit Starlink dans le ciel. Parfois, ça scintillait, ça scintille plus. Est-ce qu'on peut s'attendre à aussi un basculement du poids du corps entre ce qui va se passer dans le ciel et ce qui se passe dans l'eau?
Alors, le spatial se développe énormément, mais le spatial ne pourra pas dépasser dans les années prochaines la capacité et les caractéristiques propres aux câbles sous-marins et aux fibres optiques. Les informations qui transitent sur Internet passent essentiellement par le terrestre, par le spatial. Il y aura quand même des enjeux au niveau de la latence, donc des temps de réponse entre l'envoi d'une information et la réception. Aujourd'hui, ça s'améliore énormément, mais on n'est pas encore dans les mêmes performances que les câbles sous-marins. Donc, le spatial va se développer, mais l'information arrive sur Terre et donc l'information sera aussi relayée dans ces câbles sous-marins, un petit peu comme votre opérateur mobile a des antennes sur le territoire, mais à un moment, ça rentre dans son cœur de réseau qui est là totalement fibré, connecté et très performant. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cette plongée sous-marine dans ces câbles qui nous permettent de communiquer, d'utiliser nos réseaux sociaux, nos e-commerce, tout ça. On a mieux compris les enjeux, les menaces, la technologie aussi qui est derrière. Merci beaucoup Benoît Ampeau, directeur des partenariats et de l'innovation à la FNIC. Et merci Richard Coffre, chef de projet transverse à la FNIC, à la DSI. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Derrière le point FR, le podcast qui vous permet de découvrir les coulisses de l'Internet Made in France. À très bientôt.